Aujourd'hui, c'est la rentrée. J'ai quand même fait mes 3 séances de gym et ça pique un peu parce qu'aujourd'hui, c'est déjà demain. C'est une vidéo nocturne. Et c'est donc l'occasion de parler de la Dame à la Louve. Alors, je n'ai même pas encore lu le recueil en entier parce que je l'ai acheté en toute urgence à la librairie dans cette semaine de péripéties et de cocasseries. Je peux pas tout raconter parce que j'aurais vraiment trop honte, donc je ne vais rien raconter du tout, comme ça ce sera moins frustrant. Le... La Dame à la Louve, c'est une nouvelle et la nouvelle donne son titre au recueil, elle est donc éponyme, de René Vivien. René Vivien, c'est un pseudonyme, j'ai oublié d'ailleurs comment elle s'appelait. Putain, c'est une édition de Martine Red. J'aurais dû m'en douter. De Pauline Tarn. 1877-1909, c'est un fameux folio à 2 euros. Beaucoup d'éditions prévues notamment pour les scolaires à 2 euros sur le marché actuellement. Et c'est pas mal parce que ça fait des livres tout légers pour le métro. Mais j'ai lu ça dans mon lit. Mais je sais pas, j'aime bien les nouvelles en ce moment, même si j'ai arrêté de cette série d'une nouvelle de Woolf par jour parce que je suis submergée et qu'on va essayer de tenir et de survivre comme d'habitude. Et on sait ce qu'on dit. Par chez moi, on a toujours dit, mon père disait toujours, je disais oh mais je fais ce que je peux, et il me disait oh mais tu peux peu. Et un jour j'ai entendu Agnès Varda répondre oui mais au moins on essaie. Ce qui est l'occasion donc de parler d'une nouvelle. Je sais même pas si j'ai pas envie de la lire. Je passe une soirée extraordinaire à manger du gâteau et à lire des textes avec, avec une amie qui m'est bien chère, mais là j'arrive et je m'étais quand même déjà dit pendant ma gym, tiens, et si je parlais de la Dame à la Louve que je viens de découvrir, que j'ai adoré, et qu'il faut absolument aller lire, et je vais mettre un lien Wikisource pour ceux et celles qui ne veulent pas attendre. Donc publié pour la première fois en 1904 chez Alphonse Lemaire à Paris, dédié à Hélène de Zulen, dont les initiales figurent en ouverture. Ah, normalement, il y a 17 nouvelles. Ah ouais, d'accord, donc c'est des extraits. Bon, mais donc ça... 17 nouvelles, est-ce que je les ai, les 17 nouvelles? Peut-être que je les ai. Je n'ai même pas regardé la table des matières. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, je dois aller voir les 17. La Dame à la Louve, ça c'est la page titre. La fameuse dédicace un peu dessinée, les initiales et tout comme ça, c'est super joli. Et ça commence. Je vais lire un peu le début, expliquer, lire des passages. Est-ce que ça serait trop long pour le lire en entier? C'est pas mal long quand même, on est sur du 9 pages folio. C'est un peu trop long pour le lire en entier. J'y vais. La Dame à la Louve. Conté par Monsieur Pierre Lenoir, 69 rue des Dames, Paris. Je ne sais pourquoi j'entrepris de faire la cour à cette femme. Elle n'était ni belle ni jolie, ni même agréable. Et moi, je le dis sans fatuité, mesdames, on a bien voulu quelquefois ne pas me trouver indifférent. Ce n'est pas que je sois extraordinairement doué par la nature, au physique ni au moral, mais enfin, tel que je suis, l'avouerai-je, j'ai été très gâtée par le sexe. C'est tellement drôle. Oh, rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger un vaniteux récit de mes conquêtes. Je suis un modeste. Au surplus, il ne s'agit point de moi, en l'occurrence. Il s'agit de cette femme, ou plutôt de cette jeune fille, enfin de cette Anglaise, dont le curieux visage m'a plu pendant 1 heure. C'était un être bizarre. Lorsque je m'approchai d'elle pour la première fois, une grande bête dormait dans les plis traînants de sa jupe. J'avais aux lèvres ces paroles aimablement banales qui facilitent les relations entre étrangers. Les mots ne sont rien en pareil cas. L'art de les prononcer est tout. Mais la grande bête, dressant le museau, grogna d'une manière sinistre, au moment même où j'abordais l'intéressante inconnue. Malgré moi, je reculai d'un pas. Vous avez là un chien bien méchant, mademoiselle, observai-je. C'est une louve, répondit-elle avec quelque sécheresse.
Et comme elle a parfois des aversions aussi violentes qu'inexplicables, je crois que vous feriez bien de vous éloigner un peu. » D'un appel sévère, elle fit taire la louve. « Helga ?» Je battis en retraite, légèrement humilié. C'était là une sotte histoire, avouez-le. Je ne connais point la peur, mais je hais le ridicule. L'incident m'ennuyait d'autant plus que j'avais cru surprendre dans les yeux de la jeune fille une lueur de sympathie. Je lui plaisais certainement quelque peu. Elle devait être aussi dépitée que moi de ce contretemps regrettable. Quelle pitié! Une conversation dont le début promettait si bien. Je ne sais pourquoi l'affreux animal cessa plus tard ses manifestations hostiles. Je pus approcher sans crainte de sa maîtresse. Jamais je n'ai vu de visage aussi étrange. Sous ses lourds cheveux d'un blond à la fois ardent et terne, pareils à des cendres rousses, blêmissait la pâleur grise du teint. Le corps émacié avait la délicatesse fine et frêle d'un beau squelette. Nous sommes tous un peu artistes à Paris, voyez-vous. Cette femme dégageait une impression d'orgueil rude et solitaire, de fuite et de recul furieux. Ses yeux jaunes ressemblaient à ceux de sa louve. Ils avaient le même regard d'hostilité sournoise. Ses pas étaient tellement silencieux qu'ils en devenaient inquiétants. Jamais on n'a marché avec si peu de bruit. Elle était vêtue d'une étoffe épaisse qui ressemblait à une fourrure. Elle n'était ni belle, ni jolie, ni charmante. Mais enfin, c'était la seule femme qui fût à bord. Je lui fis donc la cour. J'observai les règles les plus solidement étayées sur une expérience déjà longue. Elle eut l'habileté de ne point me laisser voir le plaisir profond que lui causaient mes avances. Elle sut même conserver à ses yeux jaunes leur habituelle expression défiante. Admirable exemple de ruse féminine, cette manœuvre eut pour unique résultat de m'attirer plus violemment vers elle. Les longues résistances vous font quelquefois l'effet d'une agréable surprise et rendent la victoire plus éclatante. Vous ne me contredirez pas sur ce point, n'est-ce pas, messieurs ? Nous avons tous à peu près les mêmes sentiments. Il y a entre nous une fraternité d'âme si complète qu'elle rend une conversation presque impossible. C'est pourquoi je suis souvent la monotone compagnie des hommes, trop identiques à moi-même. Certes, la dame à la louve m'attirait. Et puis, dois-je le confesser, cette chasteté contrainte des geôles flottantes exaspérait mes sens tumultueux. C'était une femme. Et ma cour jusque-là respectueuse devenait chaque jour plus pressante. J'accumulais les métaphores enflammées, je développais élégamment d'éloquentes périodes. Voyez jusqu'où allait la fourbe de cette femme. Elle affectait, en m'écoutant, une distraction lunaire. On eût juré qu'elle s'intéressait uniquement au sillage d'écume, pareil à de la neige enfumée. Les femmes ne sont point insensibles aux comparaisons poétiques. Mais moi qui étudie depuis longtemps la psychologie sur le visage féminin, je compris que ces lourdes paupières baissées cachaient de vacillantes lueurs d'amour. Un jour, je payai d'audace et voulus joindre le geste flatteur à la parole délicate, lorsqu'elle se tourna vers moi d'un bond de louve. « Allez-vous-en » ordonna-t-elle, avec une décision presque sauvage. Ses dents de fauve brillaient étrangement sous les lèvres aux menaçants retroussis. Je souris sans inquiétude. Il faut avoir beaucoup de patience avec les femmes, n'est-ce pas ? Et ne jamais croire un seul mot de ce qu'elles vous disent. Quand elles vous ordonnent de partir, il faut demeurer. En vérité, messieurs, j'ai quelque honte à vous resservir des banalités aussi piètres. Mon interlocutrice me considérait de ses larges prunelles jaunes. Vous ne m'avez pas deviné. Vous vous heurtez stupidement à mon invincible dédain. Je ne sais ni haïr ni aimer, je n'ai jamais rencontré un être humain digne de ma haine. La haine, plus patiente et plus tenace que l'amour, veut un grand adversaire. Elle caressa la lourde tête d'Helga,
qui la contemplait avec de profonds yeux de femme. Quant à l'amour, je l'ignore aussi complètement que vous ignorez l'art, élémentaire chez nous autres anglo-saxons, de dissimuler la fatuité. Alors ça, je sais jamais le prononcer. Fatuité inhérente au mâle. Si j'avais été homme, j'aurais peut-être aimé une femme. Car les femmes possèdent les qualités que j'estime, la loyauté dans la passion et l'oubli de soi dans la tendresse. Elles sont simples et sincères pour la plupart. Elles se prodiguent sans restriction et sans calcul. Leur patience est inlassable comme leur bonté. Elles savent pardonner, elles savent attendre, elles possèdent cette chasteté supérieure, la constance. Je ne manque point de finesse et sais comprendre à demi-mot. Je souris avec intention devant cette explosion d'enthousiasme. Elle m'effleura d'un regard distrait qui me devina. Oh, vous vous trompez étrangement. J'ai vu passer des femmes très généreuses d'esprit et de cœur, mais je ne me suis jamais attachée à elles. Leur douceur même les éloignait de moi, je n'avais point l'âme assez haute pour ne pas m'impatienter devant leur excès de candeur et de dévouement. Elle commençait à m'ennuyer avec ses dissertations prétentieuses, prude et bas bleus autant que Chippie. Mais elle était la seule femme à bord. Et puis, elle n'arborait ses airs de supériorité qu'afin de rendre plus précieuse sa capitulation prochaine. Je n'ai d'affection que pour Helga. Et Helga le sait. Quant à vous, vous êtes sans doute un bon petit jeune homme, mais vous ne pouvez vous douter à quel point je vous méprise. Elle voulait, en irritant mon orgueil, exacerber mon désir. Elle y réussissait, la coquine. J'étais rouge de colère et de convoitise. Les hommes qui s'empressent autour de femmes, n'importe lesquels, sont pareils aux chiens qui flairent des chiennes. Elle me jeta un de ses longs regards jaunes. J'ai si longtemps respiré l'air des forêts, l'air vibrant de neige, je me suis si souvent mêlée aux blancheurs vastes et désertes que mon âme est un peu l'âme des louves fuyantes. À la fin, cette femme m'effrayait. Elle s'en aperçut et changea de ton. J'ai l'amour de la netteté et de la faiblesse, continua-t-elle en un rire léger. Or, la vulgarité des hommes m'éloigne ainsi qu'un relent d'ail. Et leur malpropreté me rebute à l'égal des bouffées d'égout. L'homme, insista-t-elle, n'est véritablement chez lui que dans une maison de tolérance. Il n'aime que les courtisanes. Car il retrouve en elles sa rapacité, son inintelligence sentimentale, sa cruauté stupide. Il ne vit que pour l'intérêt ou pour la débauche. Moralement, il m'écœure. Physiquement, il me répugne. J'ai vu des hommes embrasser des femmes sur la bouche en se livrant à des tripotages obscènes. Le spectacle d'un gorille n'aurait pas été plus repoussant. Elle s'arrêta une minute. Le plus austère législateur n'échappe que par miracle aux fâcheuses conséquences des promiscuités charnelles qui hasardèrent sa jeunesse. Je ne comprends pas que la femme la moins délicate puisse subir sans haut-le-cœur vos sales baisers. En vérité, mon mépris de vierge égale en dégoût les nausées de la courtisane. Décidément, pensai-je, elle exagère son rôle, pourtant très bien compris. Elle exagère. Je vais rester là. Je suis arrivée jusqu'à la page 24 en ayant commencé à la page 19. Quelques commentaires. Donc c'est une nouvelle. Une nouvelle, ça veut dire qu'on va avoir, donc on a compté par une forme d'oralité, et on a bien remarqué que c'est écrit à la première personne masculine. Cette première personne masculine, elle est présentée d'emblée, c'est ce monsieur Pierre Lenoir. Difficile de faire un nom plus banal, mais qui en plus donc va contraster avec la blancheur de cette dame, par l'onomastique, c'est-à-dire par les connotations et les sonorités du nom, à la pâleur même de cette femme étrange. Et c'est vraiment parce que c'est raconté par ce type que c'est intéressant. Où loge Monsieur Pierre Lenoir, 69 rue des Dames. Poum! Elle existe dans la rue des Dames, mais évidemment que c'est beaucoup plus amusant ainsi. Raconté par un Parisien parce que je ne crois pas avoir lu de portrait du relou plus efficace que celui fait subtilement par René Vivien dans La Dame à la Louve, parce que c'est le relou qui se dit lui-même. On y va ? Allez, quelques petites notes.
Je ne sais pourquoi j'ai entrepris de faire... Non mais c'est du Soral en fait. On est vraiment quelque part entre Soral et Zemmour. Je vous rappelle qu'Alain Soral a débuté par une sociologie du dragueur de rue, hein, ce qui vous montre un peu quand même que la nuisance de ce personnage remonte à longtemps, et que quand on veut faire chier le monde, on commence par faire chier les femmes. Visiblement c'est plus facile. Mais très intéressant, évidemment, l'incompréhension totale de ce balourd, persuadé que toute interaction avec cette femme n'est là qu'à son propre dessein. Je ne sais pourquoi j'ai entrepris de faire la cour à cette femme, montre d'ailleurs que la seule motivation n'est donc pas une forme d'amour, mais le seul fait qu'il s'agisse d'une femme et qu'elle est là, et qu'en plus il s'agit de la seule femme. Je crois qu'il y en a quand même quelques autres à la fin des femmes. Je n'ai pas encore lu les autres nouvelles, mais alors déjà quand j'ai commencé par là, j'en ai lu quelques autres, mais je n'ai pas fini le recueil. Ça c'est très intéressant parce que peut-être que totus mulier est in utero, que toute la femme est dans l'utérus, mais on se rappelle que toute la femme est le sexe et la femme n'est que le sexe. Et là je vous cite Beauvoir citant le patriarcat. C'est-à-dire que elle reste attachée à la catégorie des femmes en restant une femme qui apparaît sur ce pont, qui n'apparaît pas ici avec ses enfants, une femme qui va être accessible. Je pense que c'est surtout cela qui apparaît dans le fait que cette femme soit la seule, mais c'est ni belle, ni jolie, ni même agréable. Poum, 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 là on est dans une forme de dégradation. Montre à quel point les emmerdes ne tiennent à rien. Toute la lourdeur du personnage va se faire en fait par ses métalepses, c'est-à-dire par la façon qu'il va avoir de s'adresser au public, et un public qui est genré. Je le dis sans fatuité, mesdames, enfin sans fatuité, oh là, je sais, aidez-moi, mettez-moi des commentaires, je vais la regarder sur le CNRTL juste après. Il faut vraiment que... Je regarde régulièrement, j'oublie toujours. Mesdames, messieurs, etc., qui va créer de fausses connivences. Et là, c'est vraiment... Mais c'est un personnage... Alors moi, je suis très amusée parce que je vois à la fois mon grand-père qui imitait son propre père, je n'ai jamais connu aucun de mes arrière-grands-parents, et qui nous disait, non sans ironie, très souvent, c'est un truc que mes cousins, même mes oncles, ont l'air d'avoir oublié, oh, moi, mon cher, j'ai étudié la vie. Et pour moi, c'est vraiment cette espèce de bonhomme Troisième République que l'on retrouve un peu chez Wolinski. Et chez d'autres, c'est toujours ce type que j'imagine avec une petite moustache, un canotier. Il ressemblait pas à ça, mon arrière-grand-père. Hein, mais qui est là, qui va boire un peu d'eau gazeuse en terrasse et pontifier. Et ça passe par cette espèce d'autodescription qui se voudrait flatteuse et qui est complètement ratée. Et qui... et par ces affirmations évidemment complètement antiphrastique. Je suis un modeste. Ce n'est pas que je sois extraordinairement douée par la nature, au physique ni au moral, mais enfin, j'ai été très gâtée par le sexe. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas et je pense qu'il ne faut pas s'en remettre. Évidemment, là, par le sexe renvoie à la catégorie des femmes. Hein. Le sexe, c'est les femmes, parce qu'évidemment, les hommes, donc en sexe, ils ne sont pas le sexe. Beauvoir, on revient toujours à Beauvoir. Qui nous permet, alors Beauvoir évidemment c'est 49, là on est en 1904, mais elle nous permet d'aller tellement vite pour dire ces choses. On peut parler de Madeleine Pelletier et de bien d'autres hein, aussi. Mais alors, c'est quelque chose qui va être antiphrastique et en même temps qui est aussi programmatique, qui annonce vraiment la suite, à savoir, je ne vais pas vous infliger un vaniteux assis de mes conquêtes, puisque c'est bien un récit d'humiliation que fait Pierre Lenoir dans ce conte. Alors, pourquoi ce conte ? Pourquoi Pierre Lenoir ? Qu'est-ce qui se passe ? On est en parodie complète de Maupassant, à mon avis, et des contes type de la Bécasse, donc plutôt au niveau des chasseurs, etc., cette étrangeté, cette surprise. Et je reste toujours... Alors j'ai un mémoire sur les violences sexuelles chez Maupassant qui traîne dans un de mes 400 onglets ouverts. Ils ne sont pas tous actifs en permanence, rassurez-vous. Qu'il faudrait que je lise, finisse, parmi plein d'autres choses. Mais je me demande encore si Maupassant est un bon laboratoire du virilisme
ou s'il est lui-même en train de montrer le virilisme, ou s'il le montre malgré lui. Je pense pas que Maupassant était quelqu'un de foncièrement sympathique dans sa vie. Mais je pense qu'il en était aussi complètement conscient. Après, là, ça nous ramènerait à de l'intention de l'auteur. Et, écoutez, si le texte peut se lire de façon, par exemple, féministe, ou du moins permet de dire ce que peut être une forme de virilisme, pourquoi se priver ? Pourquoi se priver aujourd'hui ? Parce que le texte est ça, aujourd'hui, et au moins, tant qu'on le démontre, et tant qu'on reste dans cette espèce de bac à sable qu'est le texte littéraire, qui permet quand même de faire bien des trous et des châteaux. Et donc, tout le caractère pontifiant de ce personnage va passer sur cette cour acharnée qu'il fait et son incompréhension complète. Ce n'est même pas qu'on est dans un quiproquo, il entend très bien les refus de cette femme, mais il refuse d'entendre qu'il puisse s'agir de véritables refus, et cela il le fait en tapant du coude à messieurs, hein. C'est le boys club, hein. Et en montrant en fait son absence complète de motivation pour aller draguer cette femme, si ce n'est qu'elle est là, et si ce n'est dans un deuxième temps qu'elle refuse. Et quand je dis draguer, là ici en fait on est proche on est dans du harcèlement et de la persécution, hein. Alors ça va passer par le caractère étrange, bizarre, qui par lui-même n'est pas attirant, mais va plutôt être quelque chose d'un peu répugnant, en tout cas de révulsif pour ce personnage, ni belle, ni jolie, ni même agréable, la louve, qui est inquiétante. J'avais aux lèvres ces paroles aimablement banales qui facilitent les relations entre étrangers, avec l'art de les prononcer et tout, qui pourrait nous donner justement qui est là pour essayer de faire croire que ce que l'on va lire ne va pas suffire par rapport à sa prononciation, alors que, vous l'avez bien senti dans ma lecture, il est évident qu'un personnage aussi falot ne peut qu'être ridicule d'un bout à l'autre. Et c'est en fait ce dispositif d'énonciation à double entente qui est particulièrement subtil dans cette nouvelle, et qui va rendre, pour une lectrice et probablement aussi pour un lecteur, La Dame à la Louve aussi attirante et aussi intéressante, parce que elle est, elle, foncièrement misandre. Misandre, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est pas le symétrique, c'est pas l'équivalent, parce qu'on est dans un monde patriarcal. Donc, on n'a pas d'équivalence entre le statut des hommes et des femmes dans notre société. Mais étymologiquement, ça sera le mot un peu équivalent, misandre. Et cette misandrie n'est vue que pour donner un plus haut prix à une conquête qui visiblement n'arrivera pas. Et à ce niveau-là se dessinent deux programmes de lecture, deux attentes du lecteur, deux horizons d'attente, c'est plutôt du Umberto Eco. Peut-être que j'arrête avec le programme de lecture, mais bon, le programme, j'y suis forcément un peu sensible en ayant eu un père développeur, malgré tout. Parce qu'on a d'un côté ces attentes qui vont être déçues du vilain monsieur, Pierre Lenoir, et puis Pierre, parce qu'il est lourd comme une pierre, mais Pierre c'est aussi le prénom de Proudhon peut-être. Et on a également ce programme qui va apparaître autour donc, de La Dame à la Louve. Ce qui nous semble plus ou moins l'élément déclencheur ici, ce sera finalement quelque chose comme comment elle va s'en sortir, comment elle va se despêtrer de ce type à qui elle crache son mépris le plus direct. Et vraiment, elle me rappelle ce que j'ai pu dire à mon dernier ex. Tu n'as les épaules ni pour mon amour ni pour ma colère. Et là, voilà, je n'ai que du mépris, je n'ai ni amour ni haine. C'est la même chose. C'est équivalent. Je n'ai plus dormi après avoir lu La Dame à la Louve. Beaucoup trop amusé. Celle qui assume m'a un peu moins plu, mais c'est un peu le même concept. Mais il va y avoir comme ça Voilà, comment va-t-elle se dépêtrer ? Et lui-même, jusqu'où va aller cette espèce de quiproquo qui n'a rien d'érotique, qui a tout de la lourdeur, de la gonflitude, et qui en plus est tellement familier.
Je me rappelle de cette dernière fois où on m'a interpellée dans la rue, juste devant chez moi. C'est ce qu'on appelle maintenant en sociologie urbaine le péage urbain. Ces moments où vous passez devant une rangée ou entre deux rangées de mecs, parce que c'est le passage, et puis vous savez que vous allez avoir des remarques, parce que c'est obligatoire. Et là, cette fois-là, je passais derrière une de mes voisines, parce qu'on est dans une résidence avec pas mal de monde, et puis on passait entre les mecs à chicha. C'est pas parce qu'ils ont des chichas, c'est parce qu'ils sont dans la rue et que c'est lourd. Mais ils sont dans la rue parce qu'il y a moins d'appartements qui permettent d'accueillir des gens aussi dans les quartiers où je vis. Et je savais qu'elle allait être emmerdée, et puis donc, passant derrière, on m'a un peu plus emmerdée qu'elle. Et alors, je fais une remarque que t'es pas ta gueule, c'est un peu plus subtil, mais pas beaucoup plus. Et, ah, du caractère, j'aime ça. Parce qu'elle va se débattre, c'est ça que ça veut dire, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment des attitudes de prédation. Et on le sait tellement que c'est compliqué de pouvoir y répondre. Et c'est ça qui rend cette nouvelle, La Dame à la Louve, si précieuse et si amusante. Au moins pour un public féminin, assigné femme ou pas. Et j'imagine plus largement, parce que ce dispositif de double énonciation, il va au-delà de l'expérience vécue, j'espère, je pense, parce que René Vivien met suffisamment de détails pour signifier la lourdeur de ce personnage et la répétition de ses actions. Lui-même dit qu'il en est familier, qu'il en est un expert. Il y a vraiment du Soral, quoi. On dirait vraiment Alain Soral, c'est invivable. Ou Zemmour, accusé d'agression sexuelle. Et tout cela va être complexifié. Cette double communication, ou plutôt, il y a une communication qui est très claire, sauf qu'il y a un type qui refuse de l'entendre. Et qui refuse d'entendre des mots simples et qui suppose des femmes fourbes, quand elle-même dit que les femmes sont très simples et qu'elle est elle-même très explicite. Et ce qui est absolument délicieux, c'est de voir comment tout devient signe, et surtout ce qui ne peut pas être un signe, donc pour cet homme. Alors, la louve grogne. J'avais cru surprendre dans les yeux de la jeune fille une lueur de sympathie, alors qu'elle-même vient de répondre avec sécheresse, qui n'est pas discutée ni commentée. Donc il sait. Un peu plus bas, j'observais les règles les plus solidement étayées sur une expérience déjà longue. Mais mec, tu fais tellement chier tout le monde. Elle eut l'habileté de ne point me laisser voir le plaisir profond que lui causaient mes avances. Parce qu'il ne pourrait pas en être autrement. Et c'est là où toute cette fameuse galanterie à la française, qui est visiblement une particularité nationale, en 1904 est bien montrée, est bien dite. Alors, par ce jeu d'énonciation, comme un piège permanent et d'avance. Tout comme ces ascenseurs dans lesquels je n'aime pas monter avec des hommes. Et ce ne sont pas les hommes qui vont avoir peur un jour de prendre l'ascenseur avec des femmes, c'est les femmes qui ont déjà peur. Elle eut l'habilité de ne point me laisser voir le plaisir profond que lui causaient mes avances, suppose donc un plaisir et donc un raffinement dans le fait de cacher ce plaisir. Le fait qu'il n'y ait pas de plaisir dans ses avances n'est pas même admis. Et c'est incroyable comment les femmes devraient se débattre ou repousser une conquête juste pour faire plus plaisir à ces hommes. Donc en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est l'égocentrisme total de ce lourdeau et de voir en fait la mise en place de cette mécanique de signes que l'on peut retrouver dans les fragments d'un discours amoureux de Barthes. Voilà. Alors sans l'attente, parce que là c'en est un qui est pénible et qui attaque, mais qui va rendre tout cela. Et la misandrie de cette femme se retrouve jusque dans les propos de cet homme. Elle est plutôt justifiée même par les propos de cet homme. C'est pourquoi je fuis souvent la monotone compagnie des hommes, trop identique à moi-même. Ce qui est vraiment une façon de dire, mais ils sont tous pareils. Ce que je ne pense pas. Mais ce qui sera donc le discours de la Dame à la Louve, explicitement, et qui est justifié
par la façon dont est contée cette non-aventure. Cette chasteté contrainte des geôles flottantes, exaspérée mais sans tumultueuse, c'était une femme. Voilà, hop, ramenée à la catégorie. Et ma course, jusque-là respectueuse, devenait chaque jour plus pressante. Donc en fait, ce qu'on va vraiment avoir, c'est une rencontre, qui pourrait être une rencontre, selon tous les stéréotypes, amoureuse, érotique, au moins étrange. Cette rencontre érotique et potentiellement érotique semble contrariée par le refus de la dame, ce qui devrait amener une résolution du point de vue de Pierre Lenoir, une résolution qu'on pourrait appeler une conclusion, quoi. On ressent évidemment plus de sympathie et d'empathie pour cette dame, qui semble quand même bien plus singulière, intéressante que ne laisse monsieur, ou en tout cas d'intérêt. Et donc là, l'intérêt du lecteur va être de savoir donc comment cela va se dénouer. Et on comprend que cette femme ne veut vraiment pas entreprendre cette aventure, et que cet homme se trompe. Et donc, de cette résolution attendue, découle l'attente pour le lecteur, et surtout probablement pour la lectrice, d'une résolution probablement plus étonnante. Et donc là, c'est là voilà, que les enchâssements se font intéressants. Alors avec en plus beaucoup d'ironie, hein. Sillage d'écume, pareil à de la neige en fumée. Les femmes ne sont point sensibles aux comparaisons poétiques. Là, on a compris que c'était un discours à porter, qu'il était content, parce qu'évidemment, il se considère lui-même comme un poète. Alors que tout l'art de cette nouvelle est de montrer sa pénibilité. Et en même temps, se déroule un autre programme de lecture qui va être dans l'échange entre la dame et la louve. Et cet échange, il n'est pas verbal, ni même exactement paraverbal, il va être dans l'anthropomorphisme de la louve et dans l'animalisation de la femme. La louve a ainsi des yeux de femme quand la femme commence à avoir des yeux de louve. Elle se déplace sans bruit, elle finit elle-même par dire qu'elle a vécu dans la forêt, etc. Et donc là, on a un jeu de transfert progressif qui va évidemment renforcer l'étrangeté et l'attirance, probablement pas seulement érotique, en tout cas l'intérêt pour cette femme, qui est donc ainsi elle-même assignée à une louve, qui n'a pas d'ailleurs d'autre façon d'être désignée que la dame à la louve. Et là on voit que dans le titre, elle n'est plus une femme, elle est une dame. Poum, on sort du regard masculin. Et en fait, le récit va prendre une autre direction, ce qui est logique puisque nous sommes sur un bateau. Et le bateau joue ici le rôle d'un fusil de Tchekhov. Cette geôle flottante, pour reprendre la périphrase utilisée par le narrateur-conteur Pierre Lenoir, nous amène dans un huis clos dont la femme ne sort pas, et d'ailleurs on n'a pas accès à ses paroles. Et en exacerbant la tension nerveuse de ce monsieur, on ne peut que supposer, peut-être un agacement, autre chose, mais en tout cas une situation qui pourrait même mal finir, peut-être avec une certaine violence. Mais cette violence, je divulgâche, elle va passer sur le bateau lui-même. Et ce bateau qui va finir par couler. Que se passe-t-il ? Monsieur Pierre Lenoir va partir dans un canot de sauvetage, ce qui est légitime, le fait qu'il puisse nous conter cette histoire, et la dame à la louve préférera rester avec sa louve. Et c'est le calme de la dame à la louve face à la panique totale de l'ensemble de l'équipage, des voyageurs et de Pierre Lenoir lui-même, qui va valider, conforter l'axiologisation mise en place depuis le début du récit, à savoir que M. Pierre Lenoir est bien petit côté des personnages ridicules, quand bien même il refuse lui-même le ridicule, ce qui le rend d'autant plus ridicule et d'autant plus amusant. Ridicule, c'est qu'il prête à rire, alors que la dame à la louve n'en sortira que plus grandi, et le mystère sera donc plus grand. Et donc on a ici en fait un récit qui n'en est pas un, et qui s'échappe d'une façon absolument tragique, comme si finalement la seule façon de s'échapper, quand bien même on serait accompagné d'une louve, c'est de disparaître de la compagnie des hommes. Peut-être de l'humanité tout entière, en tout cas au moins de celle des hommes, par l'engloutissement dans les flots. Et on peut avoir possiblement là une conclusion parfaitement misandre
de ce naufrage final. Oh, c'était quoi le titre de Jablonka sur Laetitia? C'était pas le naufrage des hommes, mais c'était un truc un peu comme ça, la défaite des hommes, je sais plus ce que c'était. Je suis très partagée sur Laetitia de Jablonka, très très partagée, même pas très contente. Et on aura ainsi, même avant tout ce moment, donc qui explique pourquoi, malgré le ridicule de cet homme, il finit par raconter des choses. Et puis évidemment, cet homme n'existe pas, et ce narrateur est complètement de fiction. Mais toute cette inquiétude face à la mort, se demandant quelle a été sa vie, et là je suis page 26, et ma conscience obscure qui est en moi, effroyable comme une muette qui aurait recouvré miraculeusement la parole, non. Ah, il passe la question avant, ça aurait été mieux de la lire. Avais-je été bon à quelque chose, utile à quelqu'un? Je revis le passé, je me repentis de ma vie imbécile, de ma vie gâchée, de ma vie perdue, je voulus me rappeler un bienfait, etc. Rien, rien, rien. C'était la vie, la laideur et la grossièreté de la vie qui bramaient en moi une protestation féroce contre l'anéantissement. L'horreur du plaisir m'accabla, j'évoquais les étreintes sans amour. Je me souviens vaguement des paroles saintes qui exhortaient au repentir et qui promettaient à l'heure de l'agonie même le salut du pécheur contrit. Je tâchais de retrouver au fond de ma mémoire, plus épuisée qu'une coupe vide, quelques mots de prière. Et des pensées libidineuses vinrent me tourmenter. Pareil à de rouges diablotins, je revis les lits souillés des compagnes de hasard, j'entendis de nouveau leurs appels stupidement obscènes, j'évoquais, etc. Ah non, elle est horrible. Devant l'effroi de l'immensité mystérieuse, il ne survivait plus en moi que l'instinct du rut, aussi puissant chez quelques-uns que l'instinct de la conservation. Alors je ne sais, alors que la dame à la louve, très calme, regardait les flots blancs. Ah, c'est une nouvelle qui est vraiment incroyable. Alors parce que c'est une femme qui va préférer entrer dans le néant avec son animal, sa louve, plutôt que rejoindre les hommes sur une autre de ses geôles, et donc déjà par fidélité absolue à un animal, particulièrement intelligent, qui avait compris, etc. Et qui a une attitude face à la mort prochaine qui n'est clairement pas celle de cet homme ramené tout entier au rut, qui l'aura donc guidé tout au long de sa vie, et qui finalement se ramène lui-même à une catégorie d'hommes, ou comme typique, emblématique de cette catégorie. Ça, c'est vraiment la misandrie de René Vivien, hein, qui parle, hein, à savoir, parce que le personnage dit lui-même qu'il ne veut pas parler aux autres hommes parce qu'ils se ressemblent trop, et qu'ils sont tous identiques. Et là, moi, c'est vraiment donc ces jeux d'énonciation, vous l'avez évidemment compris, qui m'amusent, et qui m'ont beaucoup plu dans cette nouvelle, et ça tombait pas trop mal pour faire une vidéo rapide sur une semaine chargée, à savoir donc comment le virilisme est démonté par la voix même du viril. Et reste cette question de savoir s'il y a là un texte féministe, ça je ne pense pas. Misandre, clairement, toutes les féministes ne sont pas misandres, tous les féminismes ne sont pas misandres. Mais j'avoue qu'un jeu d'énonciation aussi subtil pour dire une chose aussi interdite que la misandrie, et donc où il y a un plaisir, hein, de la subversion, au moins dans la blague misandre, a été particulièrement plaisant. Je vous dis à bientôt.